Je vais quand même me présenter aussi. Donc ça ne vous aura pas échappé, je ne suis pas Madeleine Vallès, mais donc Guillaume Cornu. Je travaille avec elle au sein du cabinet Hugo Lepage. Pour le moment en tant qu'élève avocat et non comme avocate comme les Madeleine. D'ici une semaine, ça changera. Donc Madeleine est spécialisée sur les questions de droit public et en particulier de produits phytopharmaceutiques. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'elle était destinée à présenter ce soir ce sujet. Elle est quand même avec nous, vous pouvez voir juste là-haut, elle nous entend. Donc si jamais vraiment vous souhaitez lui poser une question ou quoi que ce soit, on pourra essayer de faire en sorte qu'elle vous réponde. Sinon, en ce qui me concerne, moi je travaille sur des sujets pesticides avec elle. J'avais déjà aussi auparavant travaillé sur d'autres sujets qui concernent en particulier le glyphosate, surtout sur des aspects contentieux, mais voilà, je suis spécialiste en spécialisé en droit d'environnement, et donc c'est un domaine sur lequel on intervient au cabinet. Donc je vais passer directement à la présentation. Donc, le sujet de ce soir, c'est le sujet qui s'affiche juste derrière moi, glyphosate, où en est-on? Donc, de façon très basique, je vais vous présenter notre sommaire. Donc on va tout d'abord revenir sur ce qu'est le glyphosate, avant de s'intéresser au cadre européen et au cadre français, en ce qui concerne donc la réglementation du glyphosate, mais probablement plus largement des pesticides. Vous le comprendrez au fur et à mesure de la présentation. Et ensuite, on fera plutôt un focus sur des questions dont vous avez peut-être probablement plus entendu parler, qui concernent l'impact sur la santé de ce produit et l'impact sur les milieux également, puisqu'on en parle moins, mais il faut quand même savoir que c'est un produit qui a un fort impact sur l'environnement, sur la faune et la flore. Donc, pour l'introduction, qu'est-ce que le glyphosate? On peut parler un peu des pesticides un petit peu très légèrement après ou pendant? On va le faire globalement. En fait, souvent on va utiliser le glyphosate en exemple, puisqu'on a beaucoup de sujets, c'est un sujet qui est très médiatisé, ça ne vous aura pas échappé non plus. Mais globalement, tout ce qui concerne la réglementation va toucher à l'ensemble des pesticides, et y compris donc au glyphosate. Pour commencer, on va reprendre à la base. Il faut comprendre que le glyphosate n'est pas un pesticide au sens formulation commerciale. Le glyphosate, c'est une substance active, c'est une partie finalement d'un pesticide, c'est un élément qui rentre dans la composition du produit, mais qui va être également complété par des coformulants, des adjuvants, donc d'autres produits qui vont venir lui apporter des caractéristiques différentes, qui vont renforcer peut-être son pouvoir sur les adventices, puisque justement c'est ce qui est écrit derrière moi, c'est un herbicide. Donc ce produit, il faut comprendre que, c'est pour ça qu'on l'a écrit avec un warning, il n'est jamais utilisé seul. C'est parce qu'en fait finalement ces adjuvants vont venir lui apporter des nouvelles caractéristiques. Ça concerne également les autres pesticides. Pour les insecticides, on va également apporter peut-être des caractéristiques pour s'assurer que le produit va bien rester sur la plante pour que l'insecte soit touché. Pour les herbicides, on va peut-être ajouter des produits qui permettent vraiment un meilleur écoulement du produit jusqu'aux racines pour se débarrasser des plantes qui seraient peut-être considérées comme des plantes adventices, des plantes nuisibles pour l'agriculture. Donc il faut quand même avoir bien en tête ces distinctions entre substances actives et formulation commerciale en pesticides, puisqu'on va y revenir plus tard, ça aura son importance sur la réglementation. Le glyphosate et les autres pesticides sont évidemment aujourd'hui majoritairement utilisés par les agriculteurs. Si vous voulez, oui. Je me permets d'intervenir juste pour repréciser quelque chose, c'est que là on parle de pesticides déjà tout de suite dès le démarrage. Est-ce qu'on peut repréciser que les pesticides ce sont les produits phytosanitaires mais également les biocides qui sont utilisés par aussi une grosse partie de la population, c'est-à-dire que dans chaque ménage on peut retrouver des biocides et par conséquent si on veut plus parler de l'agriculture on pourrait éventuellement parler de produits phytosanitaires. On peut parler de produits phytosanitaires si vous voulez. Après, effectivement, sur les biocides, c'est aussi utilisé en agriculture, notamment en élevage, puisqu'il y a beaucoup de produits qui sont utilisés, ou même par certains vétérinaires, puisque c'est des produits qui sont utilisés sur les animaux de compagnie également. Seulement, le débat se cristallise beaucoup autour de la production végétale,
alors qu'il y a quand même toute une population de particuliers qui sont amenés à utiliser également des biocides, donc des pesticides, ce qui permettrait quand même d'élargir un petit peu le débat et d'être moins stigmatisant vis-à-vis de l'agriculture. Alors, je vais revenir sur ce que vous dites. L'objectif ce soir, c'est absolument pas de taper sur l'agriculture. Nous, les agriculteurs, et vous allez voir, c'est clairement les premiers qui sont victimes de ces produits. Ils n'ont pas forcément le choix peut-être de les utiliser, je l'entends. Vraiment, ne vous inquiétez pas là-dessus, on ne va pas du tout les stigmatiser. Bien au contraire, on a besoin d'eux, c'est eux qui font manger le pays. Donc vraiment, ce n'est pas du tout l'objectif. Maintenant, ce sera peut-être l'occasion de faire une autre conférence si vous voulez parler plus largement des biocides. Nous, le sujet, on l'a préparé, c'était glyphosate, où en est-on? On a essayé déjà d'étendre un petit peu aux pesticides, on avait vu avec Anne Chantal pour ça. Aux produits phytosanitaires, évidemment, plus tôt, puisque pour la réglementation biocide, c'est d'autres textes qui s'appliquent. C'est vrai que là, on aurait besoin de beaucoup plus de temps pour dresser vraiment, pour faire le tour du sujet. Donc, malheureusement, ce soir, je vais devoir m'en tenir aux produits phytosanitaires. Donc voilà, les agriculteurs sont ceux qui utilisent le plus de produits phytosanitaires. Majoritairement, ce sont eux, puisque depuis la loi Labbé, et donc le 1er janvier 2017, en ce qui concerne les collectivités, les agents publics ne peuvent plus utiliser ces produits dans les espaces verts, les espaces ouverts au public. Et depuis le 1er janvier 2019, l'emploi de pesticides avec des substances chimiques synthétiques n'est plus non plus autorisé, je veux dire, aux consommateurs que nous sommes, c'est-à-dire aux particuliers. C'est ce qui est écrit derrière moi. Voilà, depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ne peuvent plus utiliser ce genre de produit. Je vais vous donner également donc, quelques chiffres. Voilà, donc selon le ministère de la Transition écologique, lors de la dernière décennie, 44% des produits phytosanitaires qui ont été achetés sont des herbicides. Ça représente presque un produit sur deux, à peu de choses près. Et comme vous le voyez également derrière moi, sur une période qui correspond à peu près à cette dernière décennie, l'herbicide le plus vendu en France, mais j'aurais pu le dire aussi dans le monde, ce sont les produits phytosanitaires à base de glyphosate. Il faut savoir, ah oui, Madiane intervient, elle me rappelle effectivement que jusqu'en 2022, puisque depuis 2022, la SNCF a changé son produit, mais jusqu'en 2022, le plus gros utilisateur de glyphosate était la SNCF pour l'entretien de ses infrastructures ferroviaires. Et donc voilà, ces chiffres sont quand même finalement assez alarmants, puisque effectivement, ce pesticide, en tout cas cette substance active, est une des substances actives les plus connues de la population, et on se rend compte que c'est l'une des plus vendues, ce qui est forcément corrélé. Et vous allez voir qu'il existe un certain nombre de dangers qui l'entourent, ce qui fait effectivement la réautorisation qui est intervenue il y a cette fois une dizaine de jours peut permettre effectivement de nous inquiéter. Je vais commencer, donc, comme je vous l'avais expliqué, par le cadre réglementaire. On va partir de l'Europe, puis on descendra ensuite sur la réglementation française. Donc cette fois-ci, on va parler plus largement des pesticides, pas spécifiquement du glyphosate, puisque finalement cette réglementation concerne l'ensemble des produits, qu'il s'agisse d'herbicides, d'insecticides ou de fongicides. Et pour les biocides, c'est un autre sujet. Concernant les textes européens, on a essayé, malheureusement, on ne peut pas plus, parce que, quoique si, je peux peut-être le passer comme ça, on voit plus Madeleine. Ah oui, voilà. Bon. Par contre, on verra plus Madeleine. Voilà pour les textes européens. Donc, je vais balayer ces premiers textes et on va s'arrêter sur la slide suivante qui concerne justement le texte, je pense, le plus important, à mon sens, en matière de pesticides en Europe. Donc, vous trouverez d'abord un premier règlement, donc le règlement numéro 396/2005. Ce règlement, il concerne les limites maximales qui sont applicables aux résidus de pesticides présents sur les denrées alimentaires et sur les aliments pour animaux d'origine végétale et animale. Très basiquement, ce règlement, il vise simplement à fixer des seuils qui ne doivent pas être dépassés pour que les produits végétaux ou les aliments pour animaux d'origine végétale ou animale ne puissent être commercialisés et consommés sans danger,
Ça ne nous a peut-être d'ailleurs pas échappé non plus. On a quelques cas souvent de retrait de produits parce qu'on a la présence des dépassements de ces seuils, justement. Donc cette réglementation, elle est européenne, elle est applicable à l'ensemble des États membres. Un deuxième texte, ce règlement est d'application directe, c'est-à-dire que tout ce qui est contenu dans ce texte s'applique directement en France sans qu'on ait besoin d'adopter d'autres textes. Ce qui n'est pas le cas de la directive en dessous, puisque ce genre de texte européen implique qu'on reprenne ensuite des textes pour les mettre en œuvre en France. La directive du 21 octobre 2009, elle visait justement à parvenir à une utilisation durable et raisonnable des pesticides dans le cadre du développement durable. Nous, en France, ce texte a abouti au plan Ecophyto. J'ai mis des S, puisque effectivement, on en a eu plusieurs, puisqu'à chaque fois, les objectifs ont dû être rehaussés. On en est aujourd'hui, alors on est en train de discuter du plan Ecophyto 3. Donc c'est pour vous dire à quel point, en quelques années, finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup de difficultés à se passer des pesticides, à devoir à chaque fois rehausser, ou en tout cas réviser ses objectifs. Et pour une actualité assez intéressante qui, malheureusement, aurait pu vraiment faire bouger les choses, alors on a, dans le cadre du Green Deal, vous avez peut-être entendu le Pacte vert européen, une proposition de règlement sur l'utilisation durable des pesticides, le règlement SUR qui a été rejeté, la proposition de règlement a été rejetée par les parlementaires. Elle visait donc en plus à prévoyer une réduction de 50% de l'usage des pesticides et de 65% des pesticides les plus dangereux dans l'Union européenne et d'ici 2030, donc c'était demain. Et donc le problème, c'est que ce règlement a été rejeté, peut-être trop ambitieux, pour la raison que je vous ai évoquée tout au début. Il s'agissait d'un règlement et pas d'une directive, ce qui impliquait que tout ce qui était à l'intérieur de ce texte était contraignant pour les États. Voilà, c'était vraiment des objectifs qui s'imposaient à eux, et en cas de manquement, ils auraient pu être sanctionnés pour ça. Donc, effectivement, on peut se demander si ces seuils, qui étaient très élevés peut-être pour les États, n'ont pas entraîné un blocage. Monsieur, est-ce qu'on peut scanner les photos, les diapos? Vous voulez les photographier? Oui, est-ce qu'on peut? Oui, vous pouvez y aller. Vous pouvez mettre celle d'avant. Pour les personnes, sachez madame que j'ai demandé le compte rendu et on l'édite aussi sur papier. Soit vous pouvez le recevoir, soit sur papier, soit sur... Ah oui, d'accord, très bien. Je vous le dis au cas où. Merci. Ben voilà. Pour le règlement 1107, donc voilà, pour moi, et je pense pour les personnes qui travaillent sur ces sujets, le règlement le plus important à l'échelle européenne, c'est le règlement 1107-2009, puisque dans ce règlement qui fait une 50aine de pages et dont on va essayer d'expliquer ça de manière assez claire, effectivement, ce règlement, il revient sur les procédures d'autorisation des substances actives, typiquement le glyphosate, et il prévoit également la procédure d'autorisation de mise sur le marché. C'est une procédure qui est également reprise, nous, dans notre code rural, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, sans plus attendre, je vais vous présenter la procédure d'autorisation des substances actives. Donc, pour autoriser une substance active comme le glyphosate, il faut tout d'abord que le producteur de la substance dépose une demande auprès d'un État membre de l'Union européenne. Donc cet État membre, on va le qualifier ensuite d'État membre rapporteur. Il faut savoir que dans certains cas, il peut y avoir plusieurs États membres qui peuvent être désignés comme rapporteurs. Le dossier qui est remis va être analysé par l'État ou les États qui sont donc désignés. Puis ensuite, le dossier va être analysé par l'EFSA. L'EFSA, c'est l'Agence européenne de la sécurité de l'alimentation. Et l'EFSA, donc c'est ce que vous avez peut-être entendu sous l'expression l'examen par les pairs. Et en fait, cette analyse du dossier elle repose exclusivement sur des données qui sont produites, qui sont apportées par les industriels. C'est pour ça que ça laisse évidemment beaucoup de questions de transparence et vraiment de véracité sur les données qui permettent d'évaluer ou non la dangerosité des substances actives. D'autant qu'on le verra tout à l'heure, elles sont généralement évaluées seules et pas avec leurs coformulants, leurs adjuvants, ce qui pose aussi un petit problème en termes de dangerosité, d'évaluation de la dangerosité. L'EFSA, à la suite de l'analyse de ces données, elle va produire un avis.
Donc un avis qui est fondé sur les données des industriels. Et c'est cet avis qui va servir de base de travail à la commission, une commission qui est une commission de la Commission européenne, qui est la commission SCOPAF. C'est l'acronyme. C'est le nom il s'agit donc d'une commission permanente qui s'intéresse aux animaux, aux végétaux, aux denrées alimentaires et à l'alimentation animale. Pardon. C'est ce qu'on appelle donc la procédure de comitologie, et c'est aussi un des sujets qui est très discuté aujourd'hui, puisque la comitologie donc, implique une commission qui est composée d'un représentant par État membre, et donc il s'agit de politiciens finalement, plutôt de ministres, puisqu'on a la commission, et c'est tant qu'il y a une différence. Et donc le travail qui est fait par les commissaires repose sur les données des industriels, comme je vous l'ai expliqué. C'est pourquoi, bien souvent, on se retrouve avec des décisions qui peuvent paraître étonnantes. Par exemple, pour le glyphosate, d'autant plus aujourd'hui. Mais finalement, on termine avec des autorisations de substances actives qui, pourtant, pourraient inquiéter la majeure partie de la population. Pour le glyphosate, j'y reviendrai, puisque je vous parle également du comité d'appel. C'est facultatif, c'est-à-dire que si la commission qui a été, donc pour le coup la commission SCOPAF, ne s'est pas prononcée en faveur de l'autorisation du produit, il est tout à fait possible de demander un deuxième avis en quelque sorte, ou en tout cas on peut essayer d'obtenir une nouvelle décision en passant devant le comité d'appel, mais ce n'est pas obligatoire. Pour la procédure de renouvellement, donc je vais vous prendre l'exemple du glyphosate, puisqu'on est venu ce soir pour en parler un petit peu quand même. C'est ce qui s'est passé donc récemment, vous avez sûrement suivi l'actualité récente de sa réautorisation. Pour la procédure de renouvellement, il faut savoir que la demande elle doit être déposée par un ou les producteurs du produit, puisque pour parler du glyphosate, effectivement, initialement, vous le savez, c'était un produit qui a été breveté par Monsanto en 1974. Le brevet est tombé dans le domaine public dans les années 2000, ce qui a permis à d'autres producteurs de... Vous avez entendu, vous avez raison. Voilà, il est tombé dans le domaine public dans les années 2000, d'autres producteurs ont pu s'en emparer. Aujourd'hui, malgré tout, on sait très bien que le glyphosate est une substance active du produit phare dans lequel elle entre dans sa composition, le Roundup, qui est évidemment commercialisé par Bayer. Donc dans le cadre du renouvellement, les producteurs de glyphosate, puisque c'était le cas ici, se sont groupés et ont déposé une demande. On a eu plusieurs États membres qui ont été désignés. Et donc la procédure a impliqué même un comité d'appel, puisque en octobre, on n'a pas obtenu une majorité qualifiée. Il faut savoir que pour la majorité qualifiée, il faut que 55% des États, qui représentent 65% de la population européenne, soient d'accord pour autoriser le produit. Ça n'a pas été le cas en octobre. Ça a impliqué la saisine du comité d'appel, qui là ne nécessite plus de majorité qualifiée. C'est pourquoi la Commission s'est rangée derrière la décision du second comité, puisque de toute façon, il n'y avait plus de question de majorité. Qui est-ce qui constitue le comité d'appel ? C'est les commissaires, encore une fois. C'est tout le problème de la comitologie. D'ailleurs, on en parle beaucoup sur... alors, Madeleine m'intervient simplement. Voilà, je peux quand même vous en parler. Pour cette réautorisation, le cabinet Globopage, nous, on envisage d'attaquer cette réautorisation, puisque la réautorisation, elle a été accordée pour 10 ans. Il faut savoir que le maximum pour une réautorisation, c'est 15 ans, mais 10 pour une substance comme le glyphosate, qui pose quand même pas mal de questions, c'était déjà assez provocateur. D'autant qu'il pouvait très bien descendre à 5, la France proposait 7. Chacun jugera selon lui si c'était un peu plus pertinent ou non. Mais voilà, nous, le cabinet, dans les prochains jours, sachez qu'on va intenter une action pour essayer de contrecarrer, puisque de toute façon, par la voie politique, cette fois, c'est trop tard. Il y a encore une petite fenêtre, je vais vous la présenter, mais on n'y croit pas. Donc on va essayer d'engager cette action. Et voilà, effectivement, Madeleine me le rappelle, en 2017, la réautorisation avait été actée pour une durée de 5 ans.
Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'aujourd'hui, au regard de toutes les études qui sont produites, c'est ce qu'on vient de dire, on a doublé ce délai. Voilà. Donc désormais, on va essayer de régler ça par la voie judiciaire. Et, oui. J'ai une petite question. Dans les comités, est-ce qu'il y a des déclarations de bien d'intérêt des personnes qui siègent dans ces comités? Alors, en principe, les commissaires sont censés effectivement effectuer des déclarations en début de mandat. Enfin, les ministres, quand ils entrent en commission, pardon. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'activités de lobbying. Et bon, là, vous avez probablement eu connaissance des démarches qui sont effectuées par les acteurs du lobbying. C'est des gens qui viennent vous expliquer pourquoi, pour les producteurs, c'est mieux de fonctionner comme ci, comme ça. Il n'y a pas vraiment de lien avec, en tout cas, pas à notre connaissance. Je ne peux pas vous en dire plus sur cette question, mais ils n'ont pas d'obligation de déclarer. En tout cas, voilà, non. Voilà, pas d'obligation de déclaration. Exactement, voilà. Donc c'est vrai que ça pose question, effectivement, mais de toute façon c'est un sujet sur lequel on essaie de travailler aussi, puisque c'est l'un des gros problèmes dans la procédure de l'autorisation des pesticides, c'est que finalement ça se passe entre politiciens et pas entre scientifiques. Sait-on pourquoi les études des universitaires ont été refusées les industriels? Sait-on pourquoi? Parce que c'est étrange. C'est la procédure, en fait, ils jouent sur la procédure, le cadre réglementaire, c'est-à-dire que dans le cadre du dépôt de leur demande, c'est eux qui décident de déposer les données qui leur sont, les données qui sont produites pour leurs produits, si je peux me permettre. Et les données des universitaires, elles représentent 1% en fait de ce qui est pris en compte par typiquement l'EFSA au niveau européen. C'est vous dire à quel point ils font fi en fait des études indépendantes sur ces questions des pesticides. Malheureusement, c'est ce qui est dans le texte. Aujourd'hui, voilà, c'est les données qui sont transmises par les industriels. Alors, ce que je peux quand même vous dire, c'est que cet été, peut-être que vous en avez eu avant, Bayer a été épinglé avec Syngenta parce que les procédures, ce qui est demandé, comme vous le disiez tout à l'heure aux États-Unis, ne coïncide pas avec ce que nous on demande en France. Aux États-Unis, ils avaient produit des études qui montraient, on va y revenir sur les effets pour la santé, mais ils avaient produit des études qui montraient l'impact sur le développement cérébral des enfants, notamment en période prénatale, et ces études n'étaient pas réclamées en fait en Europe. Donc ils se sont gardés évidemment de les produire, et aujourd'hui on les autorise pour 10 ans. Donc effectivement, la différence d'un État à l'autre, ça peut être dramatique. Et la Commission a invité les États à sanctionner évidemment les producteurs pour ça, mais évidemment c'est toujours compliqué puisqu'il faut trouver les fondements pour aller les chercher. Et c'est aider qu'il y ait aussi des personnes qui ont envie de se battre, ce qui n'est pas toujours facile contre ces mastodontes. Oui, vous avez une question? Oui, alors c'est une demande de confirmation ou non. J'ai lu un article qui disait que la France avait commandé 2 rapports sur les impacts sanitaires du glyphosate et que ces rapports avaient toutefois disparu. Alors, j'ai pas connaissance de l'article, mais finalement, je ne serais pas tellement surpris, puisque. Dans l'histoire, en fait, il y a, dans ce que j'ai lu, en tout cas, je crois que c'est un article qui est paru dans Le Monde. Dans l'histoire, il y a un. Oui, je vais vous passer le micro, madame, parce que c'est quand même. Ah oui, parce que madame me dit qu'elle n'entend pas les questions, ça pourrait être bien. Alors, ça fonctionne, c'est bon? Oui. Donc, dans cet article, en fait, il est énoncé que l'une des personnes qui travaillent sur ces travaux, enfin sur cette recherche, est un ancien chercheur de la structure qui vend les coformulants pour le glyphosate. Et donc, il confie le dossier à 2 chercheurs. L'un a un parti prenant pour la partie problématique sanitaire, l'autre est un ancien chercheur au niveau des coformulants. Donc l'une des personnes témoigne en disant bah oui, le rapport a disparu par 2 fois, et l'autre, quand on interroge cette personne, dit bah non, je ne sais pas quoi non plus. On est avec ça, enfin, c'est quand même assez chaud. Mais effectivement, et bon, là pour le coup les rapports ont disparu, mais il faut savoir qu'en 2019 on a eu
par chance une cour d'appel qui avait été assez réceptive. Exceptionnellement, elle avait reconnu justement que des études qui avaient été faites par des universitaires indépendants devaient être prises en compte, et elle avait écarté des données qui avaient été émises par des industriels pour justement annuler une autorisation de mise sur le marché d'un produit Roundup, d'ailleurs. Mais effectivement, ce genre de démarche, c'est des choses évidemment, en particulier sur le glyphosate, mais plus généralement sur les pesticides, qu'on voit. Nous, je peux vous en parler vraiment depuis, avec un peu de hauteur, parce que on ne peut pas entrer précisément dans les détails, mais quand on veut intenter des actions contre ce genre de société, c'est toujours très difficile parce qu'ils nous inondent de documentation. C'est très difficile de trouver des gens qui veulent aller au bout, parce qu'on se retrouve souvent confronté à ce genre de situation où vous avez des études qui disparaissent, où vous avez des coups de pression, enfin, c'est des choses qui existent. Malheureusement, c'est compliqué, je ne sais pas comment on peut lutter contre ça. Au niveau réglementaire, on essaie d'attaquer ce qu'on peut, on essaie d'attaquer les autorisations mises sur le marché, on essaie de défendre les victimes, les agriculteurs les premiers des pesticides. Après, c'est vrai que c'est des considérations politiques où c'est beaucoup plus difficile de réagir. Mais vous avez raison. Donc voilà, pour le cadre européen, pardon. Cette fois, pour le cadre réglementaire français, on va essayer de balayer un petit peu ce qui a été fait récemment et qui concerne quand même en particulier le glyphosate. Je suis désolé, c'est le thème du jour et c'est vrai qu'on a assez axé la présentation sur ce produit. Donc je voulais commencer par les zones de non-traitement. Alors les zones de non-traitement, on en a parlé c'est un passé assez récent quand même, puisque voilà, c'est un arrêté du 4 mai 2017 qui a été modifié en 2019. Cet arrêté, il prévoit dans son annexe 3 des dispositions concernant les distances d'épandage minimales pour protéger les cours d'eau, les zones de captage. Donc comme vous le voyez, ces distances sont de 5 mètres. Là encore une fois, je vous laisse juge de la pertinence de cette distance. Et ensuite, ces ZND ont aussi et surtout été pensés pour protéger les riverains des zones d'épandage. Donc les distances qui ont été retenues, là encore, sont établies entre 5 et 20 mètres. Récemment, on a un arrêté du 14 février 2023 qui est venu fixer une distance minimale de 10 mètres pour les produits CMR1. Donc ces produits CMR, ce sont les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Pour le reprotoxique, c'est ni plus ni moins que des perturbateurs endocriniens. Donc ils sont venus fixer une limite et qui sont suspectés par nombre de lattes. Donc pour ces produits, la distance minimale est de 10 mètres. Pour ceux dont c'est avéré, la distance minimale est de 20 mètres. Et pour les autres, comme par exemple le glyphosate, qui n'est pas catégorisé comme un produit CMR, ça peut être 5 mètres. Réductible à 3 mètres. Effectivement, je n'ai pas évoqué les charges d'engagement, mais on peut, avec l'utilisation, effectivement aussi la prise de certaines mesures, on peut encore réduire. En sachant que la distance de 5 mètres à la base était retenue pour les cultures basses, c'est-à-dire les cultures de moins de 50 cm, et elle était de 10 mètres pour les cultures hautes. Donc voilà pour les zones de non-traitement. Oui. Là, on parle de la protection vis-à-vis des cours d'eau, les distances vis-à-vis des cours d'eau, vis-à-vis des habitations. Attendez, je vais me permettre. Est-ce que vous pouvez nous préciser, oui, ces distances vis-à-vis des habitations ou de l'espace public? Non, c'est bien par rapport aux riverains. C'est bien par rapport aux habitations qui se situent à proximité des champs donc, où les agriculteurs sont amenés à épandre. Et donc ces distances, voilà, ce sont des bandes en fait, qui ne doivent pas être traitées pour protéger les riverains. Alors, vous parlez d'espace public, oui, ça va concerner potentiellement une école, ça peut aussi... Alors, je voulais justement, mais là c'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais il faudrait vraiment élargir l'espace public, une petite route de campagne. Oui. C'est un espace public et qui a besoin d'être protégé. Parce que je suis professionnelle de santé et on conseille tous à nos patients d'aller se promener, d'aller faire du jogging, d'aller faire du vélo. Et l'espace public des petites routes de campagne,
eh bien là, les gens sont à 1,50 m, puisque les agriculteurs labourent jusque dans les fossés et traitent jusque dans les fossés. Donc là, le gars qui fait son footing le long de la route, il est à 1 mètre des produits phytosanitaires. Et là, il faut vraiment qu'on se batte pour vraiment que la loi évolue sur l'espace public. C'est la rue, c'est l'espace public. Après, voilà, c'est des sujets effectivement qui ont été débattus longtemps. Je pense que vous savez. Mais il fallait plus loin. Alors, ça a été plaidé. On l'avait plaidé. Effectivement, le cabinet avait traité cette question. Maintenant, je veux dire autre chose, c'est des considérations que les tribunaux ne prennent pas vraiment en compte. Parce que pour eux, c'est pas vraiment des sujets. Et c'est aussi difficile de discuter parfois avec eux de ces questions-là. Voilà. Et alors, oui, vous avez une question. Plus loin, je pense. Il faudrait porter plainte contre Bayer pour la mise en danger d'autrui. Et bon, ça, malheureusement, il faut les reins solides. Il faut trouver des gens pour voilà, et se battre pour justement voilà, que cette société et les autres sociétés, bien sûr, après, qui est avec il faut ça, les autres aussi. Hein. Bien sûr, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est touche après. Oui, c'est déjà Bayer. Déjà réussir à faire quelque chose pour Bayer. Alors, il y a plusieurs questions, oui. Alors, il y avait déjà là-bas au fond. Pour Bayer, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours compliqué parce que c'est des sujets de clientèle. On aimerait bien. On aimerait bien. Oui, madame. J'aimerais savoir qui dans cette salle est encore en lien avec des agriculteurs. Est-ce que c'est possible de lever la main pour les personnes qui sont en lien avec des agriculteurs? Alors, des agriculteurs, je dirais, conventionnels, hein, qui ont l'occasion de discuter avec des agriculteurs conventionnels. Je trouve que le débat, en fait, je trouve qu'il est assez fermé sur des personnes qui sont convaincues d'un point de vue extrême au niveau de leurs idéologies. Et je trouve ça dommage. Parce qu'il y a une réalité du terrain qui n'est pas présente ici ce soir. Et je trouve que c'est déplorable quand même. Donc, c'est pas, je trouve que c'est pas juste en fait, simplement je tends juste à le signaler. Je peux vous enchaîner pour parler justement de ça. Encore une fois, du coup je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure brièvement. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, les agriculteurs, on a parlé d'agribashing, effectivement on leur tombe dessus. Aujourd'hui, l'ANSES a proposé quelques alternatives pour le glyphosate. Je ne dis pas qu'ils peuvent tous le faire facilement, c'est des frais, c'est pas facile à mettre en place. Simplement la question, ouais, voilà, simplement aujourd'hui nous, ce qu'on voulait faire c'était balayer la réglementation. Maintenant voilà, je pense que chacun peut, malgré le fait que tout le monde n'est peut-être pas agriculteur, voilà, peut-être. Oui, alors il y a Madeleine qui veut nous dire. Oui. Attendez, on reprend le micro. Pas vraiment, non. Mais moi je t'entends, je peux répéter. Voilà, ouais, donc Madeleine, elle complète aussi voilà, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait vraiment qu'on sorte de cette dichotomie agriculteurs contre société civile, agriculteurs qui utilisent des pesticides contre la société civile qui s'y oppose, pour qu'on puisse discuter ensemble, trouver des solutions. Je suis d'accord avec vous. Hein. Voilà, il faut qu'on puisse les accompagner, exactement. Et... Vous êtes agricultrice, c'est moi ? Ah, formatrice en agriculture. D'accord, en lien avec les agriculteurs. Oui. C'est vrai. Oui, en fait, Madeleine rappelle également que voilà, la réautorisation de 2017 pour 5 ans devait permettre déjà de mettre en place le moratoire ensuite et de trouver des alternatives. Ça n'a pas été fait. En fait, ce qu'elle veut pointer du doigt, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est aux politiques publiques de se saisir de ce sujet, puisque, on l'a vu tout à l'heure dans la procédure d'autorisation des substances actives, hein, typiquement, c'est eux qui décident. Et effectivement, c'est à eux aussi d'arrêter de créer en fait cette dichotomie, comme on le disait, entre les agriculteurs qui font ce qu'ils peuvent, je l'entends, et qui sont les premières victimes, on l'a dit tout à l'heure, voilà,
et voilà, la société civile à côté. Maintenant, aujourd'hui, on est... Ouais, bah, je vais aller en parler juste après, mais effectivement, voilà, moi, on n'est pas venu là ce soir pour taper sur les agriculteurs, loin de moi cette idée, vraiment. Non, parce qu'il y a d'autres variétés d'agriculteurs C'est la réglementation. Si moi, par exemple, quand je vous entends dire, voilà, il y a des gens qui sont en santé, etc., à qui on demande de faire du sport, etc., je trouve ça hyper violent, l'espace pour l'agriculture aujourd'hui. Les gens qui veulent aller travailler dans l'agriculture aujourd'hui se délitent, plus personne ne veut y aller. Entre nous, on est bien content sans doute de ne pas être agriculteur. C'est des activités qui sont extrêmement difficiles, extrêmement réglementées, extrêmement contraignantes. Et donc ce sont aux agriculteurs quasiment de déménager de leurs espaces. Quand j'entends ça, hein, moi j'entends derrière l'agriculteur, ben, on lui laisse quoi comme espace? Qui est-ce qui va le faire ce travail à la place de l'agriculteur? Oui, mais il y a des agriculteurs biologiques, madame. Et oui, mais c'est pas pas dans possible. l'agriculture. Tout le monde ne peut pas. Le prix, vous voyez aujourd'hui dans les conditions économiques qu'on a, qui est capable de s'acheter de la nourriture en agriculture biologique? C'est pas tout le monde. Il faut du pouvoir d'achat. Il faut du pouvoir d'achat. C'est pas possible. Excusez-moi, madame. Je voudrais juste continuer en disant voilà, il y a des rapports. Oui, alors je m'excuse, mais c'est un sujet qui est cher. Oui, mais à d'autres échelles aussi. Alors je peux me taire si ça dérange. Non, c'est pas ça, mais il ne s'agit pas de monopoliser le débat. Ma fille, elle est agricultrice, d'accord? Et c'est elle qui a dû déménager à cause de ses voisins. Voilà, tout simplement, parce que c'était plus possible de produire en bio. Elle est partie, elle a acheté une superficie ailleurs, suffisamment grande, pour ne pas avoir l'impact de ses voisins qui arrosent quand il y a du vent, hors contexte réglementaire. Oui, voilà. Ils ne respectent pas la règle. Et bien, c'est très fréquent. Mais c'est très fréquent. C'est effectivement, pour le coup, ça, c'est réglementé. Je suis paysanne bio. Voilà. Effectivement, là, c'est une violation clairement probablement de la loi, puisque effectivement, en période de vent, c'est pas possible. Oui, exactement. Moi, je suis ex-agricultrice avec une maladie liée à mes problèmes de mon métier. Je suis aussi la coordinatrice de campagne glyphosate 4972. Et donc, du coup, pour répondre à un monsieur qui disait qu'il faut porter plainte, parce que là, aujourd'hui, on est en train d'étudier toutes les lois, on a eu 5541 plaintes qui ont été déposées par campagne glyphosate 4972, donc pour contrer les autorisations de mise sur le marché, enfin de mise en danger d'autrui, et donc elles ont été retoquées par le juge du tribunal de grande instance de Paris, Pôle Santé. Et donc du coup, même en portant plainte, même en essayant de la voie juridique réglementaire, même en portant plainte, on n'est pas entendu, on est retoqué. Donc le pouvoir des lobbies est tellement important qu'il faut travailler comme vous le faites en essayant de trouver des failles pour pouvoir remettre en cause les autorisations de mise sur le marché. Néanmoins, c'est à nous aussi de discuter. Ça fait des années qu'on se bat sur ces molécules qui sont reconnues, puisqu'on met des distances. Si on met des distances, ça veut dire que quelque part l'État reconnaît la dangerosité des produits. Donc du coup, il faut reconnaître et faire entendre à nos élus qui ne travaillent pas avec les lobbies, mais avec nous. Enfin, les élus sont des personnes qui sont élues par le peuple, et donc du coup, ils se doivent de défendre normalement le peuple, et non pas les lobbies. Mais on est dans un monde financier, avec le pouvoir financier, et donc du coup, on ne peut rien faire contre ça, quoi. Alors, sur les AMM, si, parce que effectivement, vous avez raison, c'est difficile, mais c'est pas impossible. D'ailleurs, il y a 2 produits à base de glyphosate dont l'autorisation a été retirée cet été. C'était des recours qui avaient été montés en 2019, c'est long, mais ça fonctionne. En revanche, pour les plaintes, justement, donc, comme vous l'évoquiez, les plaintes en ce qui concerne la mise en danger de la vie d'autrui, c'est ça, si je ne me trompe pas, voilà. Oui, il y avait trois sujets: la mise en danger de la vie d'autrui, contre les analyses frauduleuses produites par les personnes qui produisent les produits, et donc après, derrière, toutes les études cachées, mises de côté, qui sont retoquées. Voilà, Madeleine a dit effectivement c'est une obligation de sécurité. Moi, simplement, ce que je voulais dire en plus par rapport à ça, c'est que c'est effectivement du droit pénal, et dans cette branche du droit, il y a vraiment des conditions strictes qui doivent être respectées,
Et les preuves autour justement on va dire, une contamination liée à ce produit ne sont pas toujours faciles. Le lien à établir entre les deux. Là, le juge, pour pouvoir retoquer les plaintes, il a tenu compte que des études qui étaient produites par Bayer, Monsanto et toute la crique. Et même nous, bien sûr, le dossier était béton, hein, il y a toutes les études, enfin, on n'est pas parti pour faire des dépôts de plainte sans avoir de quoi défendre derrière. On a les éléments pour pouvoir prouver les failles, les erreurs, là, mais elles sont retoquées. Le juge tient compte, la justice tient compte que d'un côté. Et puis, par ailleurs, après, moi je voudrais rebondir avec la personne qui, là, ça fait des années qu'on se bat. Aujourd'hui, le monde agricole est aidé et subventionné, il n'y a pas entre autres, hein, mais pas que. Pourquoi l'État, aujourd'hui, il a les moyens de pouvoir diriger les études, les subventions, les aides vers ce monde agricole, cette transformation de ce monde agricole qu'on doit avoir. Il y a même au niveau scolaire, enfin dans les établissements scolaires, il ne faut pas tant de temps que ça pour pouvoir mettre en place des informations. Même les élèves ne sont pas informés. Il y a une toute petite part sur les études, sur et donc du coup on doit former les agriculteurs pour pouvoir faire autrement. Et c'est par là qu'il faut penser. Et ça fait des années qu'on se bat, ça fait des années que ça peut être mis en place. Pourquoi ça ne l'est pas mis en place? Juste par rapport à un manque de volonté politique, puisque derrière, ils sont des pouvoirs de lobby, quoi. Sans doute, ouais, exactement. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. C'est vraiment sur ce domaine-là qu'il faut travailler. Oui, monsieur. Oui. Je vais amener un témoignage par rapport à ce que je vois décrit là. J'ai quelqu'un de ma famille très proche qui habite en campagne, et devant chez lui, il y a un grand champ, très grand, et donc il y a un agriculteur qui exploite des céréales, et il traite. Alors je ne sais pas quel produit il emploie, je sais que c'est du produit chimique, je ne sais pas lequel. Il y a une route de campagne donc entre lui et le champ, et mon beau-frère est atteint d'un lymphome. Quelques maisons au-dessus, il y a une autre personne, il est également atteint d'un lymphome. Donc c'est un cancer, donc il est sous traitement, chimiothérapie, etc. Voilà, donc la question que je voudrais poser par rapport à ça, par rapport aux distances, par rapport aux produits, vous les avez cités, suivant le type de produit, on peut être à 5 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres, mais quand il y a un grand coup de vent, là, il n'y a plus de question, c'est comme le nuage de Tchernobyl, hein, il ne s'est pas arrêté à la frontière. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que cette distance, je vous laisse alors, juge. Quel recours il pourrait avoir? Parce que d'abord, l'agriculteur pourrait peut-être prévenir, dire quel jour je vais traiter. Mais ça, à mon avis, ça n'a pas été fait. Bah, peut-être. Parce que c'est mon beau-frère, donc ma belle-sœur a dit à un moment, on est parti et on a su que le traitement avait eu lieu pendant qu'on était parti. Mais c'est dommage que les fois d'avant, on ne l'ait pas prévenu parce que... Alors, normalement, ils doivent le faire de deux manières, effectivement. Madeleine parle des chartes d'engagement, je ne l'ai pas cité, mais je voulais vous en parler à la suite. Les chartes d'engagement qui ont été, qui doivent être établies entre les syndicats agricoles et donc alors je sais qu'il y a les associations qui devaient participer au début, mais bon, ce sera surtout avec les riverains. Mais il y a aussi et surtout un décret qui a été adopté en 2022 qui prévoit justement cette obligation d'information de la part des agriculteurs au moment des épandages. Voilà, c'est dans la continuité de cet arrêté. Je ne sais pas si on en parle après, je ne sais plus si je l'ai évoqué, mais effectivement, ça faisait partie des mesures récentes qui ont été prises. Là, effectivement, mais il faut encore une violation de la réglementation, malheureusement, pour le cas dont vous me parlez. Et quand vous faites du vélo sur une petite route, vous ne savez pas vous voyez les champs jaunes, vous ne savez pas quel produit a été mis dessus. Vous venez souvent d'une ville éloignée, donc c'est pas facile, vous ne savez pas à quel poison vous exposez. Donc c'est bien dommage. Et du reste, et je voulais faire une remarque, on continue d'abattre des linéaires de haies, et tout en demandant aux agriculteurs de planter le même linéaire plus loin, mais on ne reloge pas tous ces animaux qu'il y a dans la haie. On ne les reloge pas.
Donc, et en plus, ça a un rôle de filtre vis-à-vis de la diffusion aérienne des pesticides. Effectivement, on s'éloigne à peine du sujet, mais effectivement, vous avez raison. Et il y a un plan qui a été adopté récemment, justement, un plan R qui est censé redonner un peu de vie, justement, à ces haies entre les différentes parcelles, parce que finalement, on s'est rendu compte, on le savait déjà, on l'a oublié probablement. En tout cas, on se souvient désormais que les haies sont importantes pour la biodiversité, pour la protection des cultures. Et effectivement, il y a un plan qui a été... alors, je n'ai plus la date en tête, je suis désolé, mais c'est... Oui, ça continue tout l'hiver, les haies continuent d'être arrachées. C'est bien pour ça qu'on a fait le thème avec Jeannette Dickinson. Elle est venue de Lorient nous faire le thème des haies. Et c'était très intéressant. Non, absolument, oui. Donc voilà. Je vais juste... vous avez encore des questions? Ouais, allez-y, allez-y. Au Québec, comment, là, ils sont en train d'interdire. Là, au Québec, ils sont en train d'interdire donc, tout ce qui est glyphosate à la vente, particulier et tout. Tout ce qui est, tout le produit avec glyphosate. Pourquoi ils réussissent, eux, et pourquoi pas nous en France? Alors nous, en France, tous les produits à base de glyphosate pour les particuliers sont interdits par la loi Labbé depuis le 1er janvier 2019. D'accord. Mais on ne pourra plus trouver. Mais chez les agriculteurs, oui, c'est ça? Disons que certains ont trouvé des astuces, mais en revanche, ils n'ont pas le droit de les utiliser. Voilà, il y a eu des actions pénales qui ont été menées pour des achats en Espagne. Et on en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, donc en fait, en gros, ils se fournissent d'Espagne alors. Alors après, je pense qu'au Canada, il y aura des méthodes aussi. Oui, bien sûr, mais j'essaie de comprendre où est la faille, quoi. C'est bien de justement de faire la politique européenne. C'est vraiment toute l'Europe. Et après, voilà, c'est à l'État aussi de prendre des mesures, je pense, pour se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Oui. En particulier sur cette question. Malheureusement, comme les frontières sont ouvertes, ils ne pourront pas, malheureusement, ils pourront pas voir l'agriculteur lambda quand il a acheté du glyphosate en Espagne. Ils ne pourront pas savoir. Les frontières sont ouvertes. Non. Non, effectivement. Ils peuvent en acheter de grandes quantités. Et après, ils sont sanctionnés, puisque nous, il y a eu des actions pénales, ils se sont fait attraper. Oui. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, Madeleine me le précise, au Québec, elle m'explique que oui, elle me rappelle surtout que les maires peuvent interdire les pesticides. Voilà, oui. Nous, en France, c'est pas le cas. La compétence, c'est le Conseil d'État l'a dit le 31 décembre 2020, c'est l'État. Les maires ont essayé. On a l'exemple de la commune de Longueuil, je pense que ça parle à tout le monde. Ils ont essayé, alors ils ont essayé d'être attrapés par la police des déchets, ils ont essayé de l'attraper par la police des pesticides. Non, mais malheureusement, non. Parce que les villes, c'est ça qui change aussi avec le Québec, c'est eux, les villes, ils arrivent à faire par ville. On a un pourcentage de villes qui ont interdit les pesticides au Québec. Parce que pour moi, à ce que je sache, au Québec, ils utilisent le glyphosate pour dessicquer les aliments avant les récoltes. Chose qui est en moi, je vous dis, enfin voilà, je répondais à la question de monsieur, mais effectivement, j'ai pas de données en tête au Québec. Là, je suis sur la réglementation. Les produits qu'on produit en France, en fait, ont une réglementation. On n'a pas le droit de dessicquer les cultures. C'est-à-dire que quand la culture est sur pied, il est interdit d'utiliser le glyphosate pour la dessécher avant de la récolter. Quand vous achetez des lentilles qui viennent du Canada, qui ont des milliers, une exploitation au Canada, c'est 1000, 2000, 3000 hectares, comme aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes sur des exploitations qui font 1000, 2000, 3000 hectares, c'est une exploitation. Chez nous, une exploitation, quand ça fait 200 hectares, c'est déjà énorme. C'est interdit, mais c'est... Mais ils le font là-bas. Nous, c'est interdit. Il y en a peut-être qui le font. Moi, en tout cas, sur notre secteur, nous, peut-être en grande culture, ils le font. Peut-être sur les bassins comme la Beauce, ces secteurs-là. En tout cas, en polyculture élevage, des exploitants qu'on a, en tout cas autour de nous. Moi, j'en vois pas trop, en tout cas, sur mon secteur. Je ne peux pas parler pour la partie, mais en tout cas, c'est interdit chez nous. Oui, mais c'est interdit, oui, ils le font quand même. Mais comme il n'y a aucun moyen de contrôle de l'Office national de la forêt, il n'y a plus d'agents, il n'y a plus de moyens humains. La police de la biodiversité n'a aucun moyen. Et puis l'État, mais on dépasse le sujet. Voilà, donc Madeleine voulait juste rappeler qu'effectivement, nous, le cabinet défend le collectif des maires anti-pesticides. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, autour de ces questions, il n'y a pas de sanction. On l'a plaidé devant les tribunaux, ça n'a pas fonctionné non plus. Bon, voilà, après, effectivement, j'entends ce que vous dites aussi, vous avez absolument raison. Bon, en tout cas, pour ce qui est du Québec, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. C'est pas exactement là-dessus qu'on a concentré notre exposé aujourd'hui, mais voilà, c'était
Ah, attendez. Est-ce qu'on a un petit problème? Du coup, je vais attendre avant de passer à la prochaine slide. Que vous ayez au moins le texte sous les yeux. Tout à l'heure ça l'a fait, ça a mis un peu de temps, mais... Bon, en attendant, de toute façon, le support sera transmis. Ça va revenir, mais si vous voulez que je puisse avancer, puisqu'en plus on va parler de... Ah, encore une question? Allez. Après on passe aux maladies professionnelles. Tendez le micro, s'il vous plaît, c'est plus simple pour que tout le monde puisse entendre. Merci. C'est pas grave, ça fait du son. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez nous apporter quelques précisions sur ces obligations déclaratives avant épandage? Est-ce que, par exemple, les agriculteurs vont être... est-ce qu'on va être en mesure de demander aux agriculteurs de nous spécifier les produits qu'ils épandent? Alors, déjà, dans les chartes d'engagement, je ne peux pas vous en dire... Voilà, qui ne sont pas écrites, premièrement. Mais deuxièmement, je ne peux pas vous en dire beaucoup. D'une part, parce qu'elles ne le sont pas, et de deux, parce qu'effectivement, d'une charte à l'autre, les obligations peuvent varier. Voilà. En ce qui concerne le décret indique que les agriculteurs doivent prévenir à quelle période ils vont passer ils vont épandre. Maintenant, sauf erreur de ma part, ils n'ont pas à préciser les produits qui vont être utilisés. Ils n'ont pas une obligation qui doit entrer dans un détail phénoménal. Mais ils doivent quand même permettre aux riverains d'être informés de ce qui va se passer dans les champs à côté pour qu'ils puissent prendre leurs mesures de précaution. Alors Madeleine me le précisait tout à l'heure, c'est vrai que malgré tout, on finit toujours par avoir des produits qui dépassent les limites. Effectivement, je ne peux pas vous dire que c'est sans risque. Après, je n'ai pas suffisamment de connaissances, je ne suis pas agronome, je ne suis pas médecin. Je vous avoue que là, je suis vraiment concentré sur le cadre réglementaire. Mais pour ce qui est de l'information, ils doivent juste indiquer qu'ils vont épandre pour que les gens puissent le savoir et se protéger. Pour le décret, il me semble qu'à partir du moment... Ah oui, c'est un décret de 2022. Je suis désolé, je ne pensais pas que ça intéresserait tant les gens. Non, si j'avais su, je l'aurais mis dans les slides. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi, on peut en parler après, je pourrais vous le retrouver. Okay. Bon, toujours pas. J'ai pas envie de débrancher, mais... De toute façon, on peut même commencer un petit peu à en parler, puisque, voilà, je vous disais, on va parler cette fois des textes qui concernent les pesticides qui se trouvent dans le Code de la Sécurité sociale. Dans le Code de la Sécurité sociale, on a des dispositions qui vont concerner les arrêts de travail et les maladies professionnelles, qui concernent peut-être un petit peu plus les personnes qui utilisent des pesticides. Dans le Code de la Sécurité sociale, on a aussi en annexe les tableaux des maladies professionnelles, qui sont des tableaux qui vont venir vous indiquer quelles maladies peuvent être contractées au contact, ou en tout cas en exerçant telle activité pendant tant de temps. Si vous êtes atteint d'une maladie qui relève d'un des tableaux et qui correspond à l'activité et au temps d'incubation, obtenir une reconnaissance de maladie professionnelle pour être indemnisé ne sera pas un chemin très compliqué. Le problème, souvent, c'est qu'on a affaire à des personnes qui ont été exposées à de très nombreux produits, qui développent parfois des maladies qui ne sont pas visées par les tableaux, ou après un laps de temps, un temps d'incubation beaucoup plus long ou plus court. En tous les cas, il faut savoir que même en cas d'atteinte, dans ce cas-là, même en cas de maladie, le chemin est plus long, est plus laborieux, mais vous pouvez quand même obtenir une indemnisation. Alors ça passe par des comités spécialisés où, pour le coup, des médecins, des scientifiques vont analyser la maladie,
Donc il faut fournir des pièces, mais sur cet aspect-là, voilà, il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner par un avocat. Nous, on peut travailler sur ces questions, on connaît la procédure. Et ce que je peux aussi donc ajouter, c'est que ça peut amener parfois à un recours contentieux pour obtenir gain de cause. Mais je peux vous assurer que dans certains cas, des maladies qui n'étaient pas visées par les tableaux, qui n'étaient limite pas connues à la suite d'une exposition aux pesticides, ont pu être connues maladies professionnelles par voilà, de la patience. Pour ces dossiers-là, ça peut aller de l'année de 1 à 3 ans. Mais ça dépend vraiment ça dépend de la juridiction, de la charge de travail des juridictions et aussi de toute la phase amont, c'est-à-dire ce qui va se passer en dehors du contentieux. Voilà, je vous parlais des C2RMP, les comités de reconnaissance des maladies pro. Voilà, là il y a aussi un laps de temps si votre maladie n'est pas inscrite au tableau pour que se prononce sur ces questions-là. Ouais, en tête, de mémoire, voilà, ça peut aller très vite. Encore une fois, si je vous dis si la maladie est inscrite dans le tableau, voilà. Si c'est plus compliqué, c'est ce délai-là. Voilà, vous pouvez compter ça. Donc, vous voyez les textes apparaître au tableau. Et enfin, donc, je pense qu'un sujet qui peut vous intéresser aussi, qui est pareil, une actualité qui date un peu, mais pas tant que ça, c'est le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Donc, c'est un sujet qui est arrivé sur la table en fin 2019. Il me semble que c'est la loi de finances pour 2020 qui l'a mis en place, et donc vous le retrouvez aujourd'hui aux articles L491-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale. Ce fonds d'indemnisation, il est critiqué, puisque aujourd'hui, il permet d'indemniser les non-salariés agricoles et les enfants qui ont été exposés de façon prénatale aux pesticides. Alors pourquoi c'est quand même important pour les non-salariés agricoles? Parce qu'il faut quand même savoir qu'on est dans le Code de la Sécurité sociale et que pour les maladies professionnelles, quand on est agriculteur, qu'on est indépendant et qu'on n'est pas salarié, on n'a pas forcément d'employeur, donc pour aller chercher ensuite une responsabilité de l'employeur pour obtenir des compléments d'indemnisation, c'est pas facile, puisqu'on n'en a pas. Donc c'est même impossible. Le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides permet à ces agriculteurs d'obtenir une indemnisation au titre de la maladie qu'ils auraient contractée s'ils ont utilisé des pesticides et que, voilà, effectivement, il y a un lien de causalité entre la maladie et l'exposition. Ça concerne aussi donc, les enfants qui ont été exposés de façon prénatale aux pesticides. Et là, je pense que vous avez tous entendu parler du cas de Théo Gratalou, qui est donc ce petit garçon qui a été atteint d'une malformation congénitale. Il est né sans corde vocale. Voilà, donc lui, ça a été l'un des premiers à être indemnisé, si ce n'est le premier, me semble, par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. C'est aussi important puisque, pour le coup, on est au courant que l'exposition est une exposition à la substance active qui est le glyphosate. Et c'est une décision qui peut marquer puisque, finalement, on a reconnu qu'il était victime de cette substance active. Ça fait une pièce de plus au puzzle. On reviendra sur la question de la réautorisation tout à l'heure, mais effectivement, ça laisse quand même un goût amer dans la bouche quand on voit tout ce qui apparaît en plus des études, et puisque là, finalement, c'est une reconnaissance scientifique du lien. Donc voilà pour le fonds d'indemnisation. On a ensuite les textes du Code rural et de la pêche maritime, et donc je vous fais un renvoi à ce sujet au règlement dont on a parlé tout au début, qui concerne la procédure d'autorisation des substances actives et des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, puisque c'est le règlement européen qui le prévoit, mais le Code rural renvoie donc pour ces procédures au règlement. Le Code rural prévoit également des restrictions d'usage. On parlait de la loi Labbé tout à l'heure. Le fait que les particuliers n'aient pas le droit d'utiliser ces produits est aujourd'hui inscrit dans le Code rural. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette question-là, je vais en venir directement à l'autorisation de mise sur le marché.
Donc, c'était pour ça aussi que dès le départ, il était important de distinguer ce qu'était un produit phytosanitaire d'une substance active. La substance active, on l'a vu, c'est au niveau européen que l'autorisation se décide. L'autorisation de mise sur le marché, c'est au niveau interne. C'est dans chaque État membre que la discussion va avoir lieu. Donc, pour faire simple, le glyphosate, c'est l'Europe qui décide de son autorisation. Le Roundup, c'est l'ANSES, c'est la France. Puisque nous, en France, l'autorité qui est chargée d'autoriser ces produits, c'est l'ANSES. Il y a une histoire de zonage aussi, il y a zone nord, zone sud et zone milieu. Ça, c'est pour les études, c'est au préalable, c'est au moment du dépôt des dossiers. Oui, je vois de quoi vous parlez. C'est au moment où en fait les producteurs vont déposer leur dossier de demande et que les produits vont être étudiés. C'est par rapport à l'AMM. Alors, c'est au moment, c'est la substance active. L'AMM, ça se passe vraiment dans chaque État membre. Donc c'est pas au niveau européen, c'est sur les systèmes de 3 zonages. Exactement. Voilà. Nous, La substance active est déposée par zonage. voilà. Zone milieu, zone sud. Exactement. Et pour l'AMM, par contre, c'est au niveau national que ça se passe. On n'a pas d'autorisation de mise sur le marché européenne. Les producteurs, une fois que leur substance active a été autorisée, doivent se déposer auprès des différents États membres dans lesquels ils veulent commercialiser leurs produits une demande qui va être, une fois de plus, basée sur leurs données, mais qui va donc être étudiée par nous. En France, je vous prends notre exemple puisque c'est celui qu'on connaît le plus, l'ANSES. Et donc pour être autorisé, il faut que... Donc là, vous voyez vous voyez peut-être pas beaucoup. Ah, je suis navré, hein, vraiment. Je ne sais pas si je peux faire sauter. Juste. Raté. C'est beaucoup mieux. Enfin, c'est mieux. Voilà, pour être autorisé, la substance active et les coformulants qui sont contenus dans le produit, ils doivent respecter des conditions tenant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, des animaux et de l'environnement. C'est ce que vous voyez inscrit derrière moi. Voilà, exactement. Oui. J'ai une question. Le glyphosate, ok, il peut être, il est par exemple accepté au niveau européen. Oui. Mais nous en France, on peut par exemple refuser le Roundup et autres, si on veut. Oui, on peut. On peut. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais que nous, la seule fenêtre qui nous restait à la suite de la réautorisation, c'est la voie judiciaire, voilà. Je vous ai évoqué l'existence d'une autre fenêtre, mais on n'y croit pas. C'est la fenêtre de l'ANSES qui pourrait à ce moment-là nous dire attendez, il y a quand même beaucoup d'études, on ne peut pas se le permettre. L'ANSES, elle va rendre sa décision, comme je vous l'ai écrit, sur la base des données qui sont transmises par le producteur. Vous vous doutez bien. Sauf par miracle, mais bon, ça c'est possible. Dans ce cas-là, ça c'est possible, donc en fait. Alors oui, ce qui est surtout possible, c'est de prévoir des restrictions d'usage du produit. Selon, alors ça peut être, je ne sais pas, je vous avoue que là je ne suis pas spécialiste, mais il est tout à fait possible, peut-être en fonction des territoires, de la population, de prévoir des restrictions d'usage dans l'autorisation de mise sur le marché. Non, mais je veux savoir, parce qu'en fait, donc c'est marrant quoi. T'as le micro, Victor? Non, mais c'est pas. En gros, c'est marrant, c'est comme le serpent qui se mange la queue, quoi. Alors, comment ça? C'est un peu dans l'instant, c'est le serpent qui se mange la queue, oui, quoi. Si jamais l'Europe dit oui, mais que la France dit non. Alors, oui, maintenant. Il n'y a pas que va dire l'Europe après. Alors, l'Europe ne va pas être contente ou comment ça va se passer après? De toute façon, c'est pas. À l'échelle européenne, à l'échelle française, c'est pas la même chose qui se passe. De toute façon, c'est souvent la même chose, on va pas se mentir. Oui, mais si jamais, par chance, ils disent Roundup non, tous les produits non, alors que l'Europe dit oui. Alors, pour le glyphosate. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose, mais bon. Non, parce qu'en Europe, on va autoriser la substance active. Ah. Et en France, on va autoriser le produit phytosanitaire qui contient la substance active. Voilà, c'est pour ça, exactement. Et donc c'est pour ça qu'on le disait tout au début, c'est important de bien distinguer la substance active du produit phyto, puisque dans le produit phyto, vous avez une substance active, mais vous avez des coformulants, des adjuvants. Donc en gros, si on veut, si la France a les couilles, de refuser tous les produits, quoi. On pourrait.
Alors voilà, Madeleine, effectivement, elle l'évoque, elle dit qu'on pourrait tout à fait, sur la base d'études, refuser l'autorisation de mise sur le marché. Nous, on les conteste, ces autorisations de mise sur le marché. C'est ce qu'on fait dans nos requêtes. Quand on attaque ce genre de produits, on va utiliser les études qui sont... Exactement, voilà, en 2019, à base de glyphosate. En 2019, l'ANSES en a retiré 36 d'autorisations de mise sur le marché parce que la sécurité n'était plus au rendez-vous. Et donc nous, effectivement, nous aussi, quand on attaque les AMM, on se fonde sur les études indépendantes, évidemment, puisque c'est celles qui vont dans notre sens, pour essayer de remettre en cause ces autorisations de mise sur le marché. Après, voilà, il faut faire bien attention. Je ne veux pas que vous sortiez d'ici en vous disant c'est en Europe que les autorisations de mise sur le marché des produits phyto sont rendues, ce n'est pas le cas. C'est bien en France. Et voilà, la substance active, c'est en Europe. S'il y a une chose à retenir, je pense vraiment ça peut... Alors peut-être pas une chose, mais ça peut être parmi les choses à retenir ce soir. Donc voilà, donc si je peux juste continuer sur l'AMM, je vous ai indiqué de manière assez succincte, parce que c'est vrai que les conditions, en tout cas le contenu d'une AMM est dense. Grosso modo, ce qu'on y trouve, ça va être les conditions d'utilisation, les précautions d'utilisation pour les agriculteurs, puisqu'effectivement, et pas que, mais surtout pour eux, on parlait des... Je pense que les EPI, c'est des sujets que vous abordez assez régulièrement. Voilà. On va leur expliquer les équipements de protection individuelle. Voilà. C'est des éléments qu'on va retrouver dans les décisions d'AMM. On va leur expliquer donc comment les utiliser. C'est une notice. De très grande taille, mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Et dedans, on va également retrouver les obligations qui incombent aux utilisateurs de ces produits. La durée d'une AMM, elle ne peut pas excéder 1 an à compter de l'expiration de l'approbation de la substance active. Généralement, il est aussi possible que des AMM soient délivrées dans des durées plus courtes, voilà, pour coïncider avec la période de réapprobation d'une substance, pour que ça pose pas de difficulté, enfin voilà, pas de difficulté, je veux dire, pour que ça n'entraîne pas des surplus de procédures administratives. Ça existe, ça arrive, ils essaient d'aligner les durées d'AMM avec voilà, les durées d'autorisation des substances actives. C'est de combien de temps l'autorisation de mise sur le marché? Une fois que c'est accepté, c'est combien de temps on peut refaire un renouvellement? Combien de temps après? Alors, en fait, en réalité, les autorisations, elles peuvent être rediscutées à partir du moment où on a des informations qui peuvent arriver aussi sur le bureau de l'ANSES. Je ne suis pas certain qu'il y ait des durées précises, en tout cas fixes pour tous les produits. Encore une fois, comme je vous le dis, pour certains, les durées vont être plus courtes. Ça dépend effectivement de savoir si la substance active est encore autorisée ou non. Puisque si c'est le cas, vous voyez, peu importe la durée, à partir du moment où l'expiration arrive pour une substance approuvée, vous savez que pour votre AMM, il vous reste 1 an d'autorisation, sous réserve que la substance soit réapprouvée, puisqu'après ça peut repartir. Il peut y avoir des modifications, des demandes de modification de l'AMM qui vont aussi modifier la durée, puisque voilà, le producteur peut dire, bon, bah, moi finalement mon produit, je peux l'utiliser pour telle ou telle culture, ou je peux l'utiliser dans telles conditions. Ils vont demander des modifications, ils peuvent demander des compléments, ils peuvent revenir en disant finalement mon produit, je veux l'utiliser cette fois aussi pour ce type de culture. La durée va varier énormément en fait en fonction de la demande des producteurs. Il n'y a pas de durée moyenne, par exemple 3 ans, non, je peux pas vous dire. Non, là c'est compliqué. C'est juste, voilà, c'est pas fixe en fait. Et encore une fois, si jamais on finit par découvrir que le produit, la substance active est dangereuse, il y a un recours, votre AMM, voilà, elle va durer 3 ans et finalement elle est attaquée, elle peut tomber à tout moment. Enfin, c'est bien, c'est pour savoir la réglementation, vous voulez savoir vraiment. J'ai vraiment pas de durée moyenne pour les. Tant mieux, c'est bien. Pour moi, l'AMM c'est 10 ans, sauf dans le cas de problématiques sanitaires où est-ce qu'il va y avoir une réévaluation. Où c'est réévalué. Alors, le métamsodium, il y a quelques années de ça, en fait, où la France avait une dérogation d'utilisation du métamsodium et où, dès lors qu'on a eu, je crois, ces 70 intoxications en 2 mois, on a supprimé cette substance. Alors oui, parce que je suis d'accord avec vous, pour les substances actives, la première fois c'est 10 ans maximum de sûr. Voilà, alors après la prolongation, ça peut aller jusqu'à 15 ans. Au moment où c'est autorisé, pour les AMM, peut-être que c'est 10 ans, voilà, effectivement. Pour les substances actives, c'est sûr que la première fois c'est 10 ans maximum. Et pour les réautorisations successives, au maximum c'est 15 ans. Pour le glyphosate, on a pris l'exemple, en 2017 c'était 5,
Cette année, c'est 10. Voilà. Alors, oui, Madeleine? Alors, Madeleine me dit qu'elle ne nous entend plus. Ouais, pourtant bon, le micro fonctionne. Bon. Ouais, j'ai vu qu'elle levait la main, mais est-ce que tu peux parler, Madeleine? Ouais, ton micro est coupé. Non, si elle essaie de nous parler et qu'effectivement son micro est coupé, c'est plus compliqué. Alors, donc voilà pour le topo sur la réglementation. Donc vous l'aurez compris, substance active à l'échelle européenne, AMM à l'échelle française. Les maladies professionnelles, nous, c'est aussi à l'échelle française, c'est dans notre code de la sécurité sociale. Ça concerne en premier lieu les agriculteurs, mais aujourd'hui, on a le fonds d'indemnisation qui permet aussi d'indemniser les non-salariés agricoles et les enfants exposés de façon prénatale aux pesticides. C'est vrai qu'il y a eu une loi qui a été votée pour donner 25 000 euros aux parents des enfants qui meurent après de façon prénatale. Alors une loi, ça m'étonne. Il y a eu dernièrement, l'État a voté cette loi. Alors, j'ai pas connaissance de ça. Je pense pas que dans une loi on puisse attribuer comme ça. Alors, à moins que vous ayez plus de précision, ça me surprend. Peut-être une décision, mais alors là, une loi, ça m'étonne. Donc en même temps, nous l'État adopte un barème d'indemnisation pour les enfants proches victimes d'une exposition prénatale aux pesticides, reconnaissant de ce fait la toxicité et la nocivité des substances. Donc il donne 25 000 euros pour la perte d'un enfant. C'est le prix fixé par l'État. Et alors, donc oui, c'est un barème. C'est un barème. Mais par contre, je pense pas que ce soit dans une loi. Je sais pas où vous avez. C'est un arrêté qui a été fait, cet été. Et vous avez le numéro d'arrêté? Non. Mais je pourrais le retrouver. Ça pourrait être intéressant parce qu'effectivement, donc c'est un arrêté qui fixe une indemnité à 25 000 euros pour tout parent qui perdrait un enfant à cause des pesticides. Il faut qu'il prouve que ça vient de oui, comme d'habitude, oui, non, évidemment. Mais... donc 25 000 euros, quoi, le prix d'une bagnole, quoi. Ah, mais... Non, mais je serais curieux d'avoir cet arrêté entre les mains. C'est un arrêté national, un ministériel, je veux dire. Fixé par l'État. D'accord, mais... Il faut que je relise toutes mes notes. Ok, désolé. Un peu de curiosité. Donc voilà pour le cadre réglementaire. On va essayer maintenant de parler un petit peu plus de l'impact sur la santé, sur l'environnement. Bon, alors là pour le coup on s'est concentré sur le glyphosate cette fois. Désolé, Chantal. Mais donc on veut revenir sur ce produit puisque voilà, donc c'est un produit qui a été breveté en 1974, on l'a dit, par Monsanto, qui est tombé dans le domaine public dans les années 2000. Ce qu'on a appris, comme on vous l'indique, au moment des Monsanto Papers en 2017, c'est que de nombreuses études mettaient en avant dès le départ des dangers liés à l'utilisation de cette substance, que Monsanto s'est bien gardé de publier. Donc ça avait quand même créé un certain engouement à ce moment-là pour la publication d'études scientifiques concernant les dangers du glyphosate à partir de 2017. Même si on pense, nous, que le tournant, c'est 2015, avec la monographie du CIRC en mars, puisque dans le cadre de cette monographie, le CIRC nous a indiqué que le glyphosate était un cancérogène probable. Donc c'est vrai que c'est à partir de là que les questions se sont vraiment multipliées, que le sujet est vraiment devenu un sujet sociétal. Dans le cadre de sa monographie, le CIRC fait le lien entre le glyphosate et les lymphomes non-Hodgkiniens, et d'autres cancers du sang, vous voyez, les cancers hématopoïétiques, et donc voilà, donc des cancers qui sont associés à l'exposition au glyphosate. Pour revenir sur les agriculteurs, puisqu'effectivement, on l'a dit, ce sont les premiers concernés à l'exposition de ces produits, nous en France, depuis 2005, on a une vaste étude qui est menée, c'est la cohorte Agrican, qui suit près de 180 000 agriculteurs, qui a confirmé les risques de cancer liés à l'exposition
alors au glyphosate, mais pas que, à de nombreux pesticides. La proportion accrue de lymphome, de leucémie, de cancer de la prostate. Ça, c'est pour les maladies qui sont, enfin vraiment les cancers. Il ne faut pas oublier non plus que dans les tableaux des maladies professionnelles qu'on a évoquées tout à l'heure, on a aussi de très nombreuses maladies neurodégénératives. Je pense à la maladie de Parkinson en particulier, qui a été reconnue maladie professionnelle en 2012 suite à une exposition aux pesticides. Donc voilà, pour la maladie de Parkinson, je passe rapidement, c'est avéré. Là, l'étude de P2005 a mis en évidence l'ensemble de ces maladies à la suite d'une exposition. Je vous le disais donc en 2015, la monographie du cirque qui fait vraiment du bruit, puisque à partir de là, on a une première expertise internationale qui vient nous dire que le glyphosate est probablement cancérogène. Les Monsanto Papers en 2017, où on apprend finalement que des études ont été dissimulées à propos des effets de cette substance active. Je vous ai expliqué encore tout à l'heure aussi les informations qu'a obtenues la Commission sur la non-publication par Bayer des études qu'elle avait produites aux États-Unis sur les problèmes liés au développement cérébral des jeunes enfants qui ont été exposés. Ça commence à faire beaucoup. L'indemnisation à la suite de son exposition au glyphosate par le jeune Théo Gratalou, qui a aussi lié à une expertise scientifique. En 2015, on a encore d'autres études. On va vous donner une liste d'illustrations qui fait le lien entre, encore une fois, des femmes qui étaient enceintes, qui ont fait beaucoup de fausses couches à la suite de campagnes d'épandage d'herbicides en 2017 en Colombie. Finalement, c'est pas si éloigné que ça que les ravages que peuvent causer certains pesticides sur les enfants in utero, puisque là, c'est la disparition du fœtus, pour le dire d'une manière différente mais plus claire. Aux États-Unis, 2 études ont été menées. Alors, je suis désolé, je vais essayer de... Voilà. Qui mettent en évidence, donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le risque de développer la maladie de Parkinson avec une exposition environnementale au glyphosate. Quand on parle d'exposition environnementale, on n'est plus cette fois-ci sur les agriculteurs, mais bien sur les personnes qui peuvent être exposées à cette substance sans être les applicateurs. Voilà, donc de toute façon, la maladie de Parkinson est liée à l'exposition aux pesticides en général. Il n'est pas surprenant que des études en 2018 viennent nous prouver un lien entre les deux, entre la maladie et l'exposition. On a une étude cas témoin aussi réalisée donc en Californie. Alors cette fois, c'était sur l'autisme et l'exposition prénatale aux pesticides, qui est d'ailleurs l'une des maladies visées en particulier pour les expositions prénatales et qui est indemnisée par le fonds d'indemnisation. C'est une des maladies, enfin, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble, mais donc c'est une des causes qui peut permettre une indemnisation en cas d'exposition prénatale. Vous voyez aussi la même année une autre étude cas témoin en Caroline du Nord, donc toujours aux États-Unis, où une exposition prénatale au glyphosate entraînait des malformations cardiaques chez les fœtus. Nous, en France, on a une étude qui a été réalisée récemment, vous le voyez, en 2021 par l'INSERM. Elle a été publiée en juin. Et elle vient confirmer finalement la monographie du cirque en 2015, puisque par cette étude, ce qu'on voit vraiment en évidence, c'est que l'exposition au glyphosate peut entraîner un risque moins modéré en tout cas qu'on nous présentait avant, de développement d'un lymphome non hodgkinien. Donc l'étude, elle a été réalisée cette fois par l'INSERM. On est clairement comme vous le voyez, sur un établissement public à caractère scientifique. On n'est pas sur des études industrielles, on n'est pas sur des... Voilà, on est plutôt aligné sur ce qu'on utilise dans nos recours, sur des études universitaires. Là, c'est des études institutionnelles. On peut peut-être commencer aussi à accorder du crédit aux experts qui le composent. Dans son étude, on y reviendra un petit peu plus tard, mais effectivement, on l'a évoqué déjà à ce moment-là, le glyphosate et son métabolite, l'AMPA, qu'on retrouve partout. Qui est aussi un dérivé des lessives ménagères. Entendu. Qui a une durée de vie qui est quand même une durée de demi-vie, pardon, qui est 2 fois supérieure au glyphosate.
donc qu'on retrouve aussi dans les déchets ménagères, effectivement, peut-être, mais donc qu'on retrouve énormément dans les sols, puisque voilà, pour la durée de demi-vie, c'est la durée, le délai que vont mettre la moitié des atomes d'une molécule à se désagréger naturellement. Donc il faut savoir que l'AMPA, sa durée de demi-vie est donc 2 fois supérieure au glyphosate. Oui, Madeleine? Tu as toujours ton micro coupé, Madeleine. Ça se compte en plusieurs années. Oui, oui, oui. Madeleine, sur Teams, ton micro, il est coupé. Est-ce que moi, je peux l'enlever? Non, mais envoyer un message instantané. Je crois que je peux l'enlever. Alors, est-ce que tu peux me parler? En fait, il m'écrit en même temps. Ça y est, oui, en fait, ton micro était coupé. Oui, on l'entend, là. Oui, ça y est. Oui, on t'entend. Tu voulais dire? Ah, pardon. Non, donc du coup, là, on avançait, on était sur les études, sur l'impact sanitaire. Ah, tu l'avais. Oh, super. Voilà, comme je vous le disais, donc l'étude de l'INSERM, elle renforce donc cette présomption du lien entre pesticides et lymphomonochilia. Et donc, elle évoque aussi d'autres pathologies qui peuvent être liées à l'exposition aux pesticides. On parle de pathologies respiratoires, des troubles anxio-dépressifs, donc des dépressions, des pathologies de la thyroïde. Et donc, comme on l'a dit, et comme l'avait été, comme les résultats des précédentes études qu'on avait évoquées l'avaient déjà démontré, des troubles du spectre autistique chez les enfants en cas d'exposition prénatale. Voilà, donc cet automne, comme on vous le dit, l'INSERM a donc fait le lien entre... Attendez, alors je vais juste essayer d'enlever la... Je lui laisse. Voilà, au cas où. Après, peut-être qu'elle va le recouper. Voilà, donc c'est une étude de l'INSERM qui a été réalisée... Ah, merci. Oui, voilà, donc on est à proximité de vignes et une étude qui avait été menée pour savoir. Enfin voilà, il y avait eu un lien entre les pesticides et les leucémies. C'est une étude qui avait été réalisée pour les enfants qui vivaient à proximité de vignes, donc dans un rayon d'1 kilomètre. On voyait même une augmentation légère du risque de contracter un cancer. Tout à l'heure, Madeleine, vous n'avez pas entendu évoquer les principes de précaution et de prévention. Donc pour nous, c'est 2 grands principes en droit de l'environnement. Le principe de précaution, c'est un principe qui va trouver application quand on a des doutes sur la dangerosité d'un produit et que par conséquent, on va préférer ne pas l'utiliser pour ne pas causer de dommages. Le principe de prévention, c'est un petit peu différent. Là, on a conscience, les risques sont avérés en cas d'utilisation du produit. Donc c'est pour ça qu'il faut s'abstenir de l'utiliser. On pense qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des données qui sont publiées au sujet du glyphosate, on peut clairement opérer une bascule. On n'est plus du tout sur le principe de précaution, mais on est passé, on s'est probablement plus sur l'application du principe de prévention. Donc, pour conclure sur les risques sanitaires, voilà, nous, on voulait quand même mettre le point, et je ne vous ai pas menti, on n'était pas là pour faire de l'agribashing, on l'a mis en gras. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment rappeler, on ne savait pas s'il y aurait des agriculteurs dans la salle ou non. Voilà, c'est quand même bien qu'ils soient là aussi, parce que c'est quand même eux qui sont au front, c'est eux les premiers concernés par cette exposition. Ils prennent des risques, parce que, bon, voilà, c'est des études scientifiques qui le disent, hein, je ne suis pas expert. Je lis simplement les documents qui nous sont publiés par l'INSERM, par le CIRC. Ce sont des experts scientifiques qui ont mené ces études qui nous disent que ces produits sont dangereux. Donc c'est pour ça que tout à l'heure Madeleine nous disait aussi qu'il faut arrêter d'essayer de monter en fait les agriculteurs contre la société civile. Tout le monde doit travailler ensemble. On a besoin d'eux pour nourrir la France. Voilà, ils font effectivement ce qu'ils peuvent. Pas toujours facile aussi de passer à des démarches agroécologiques, ça prend du temps, je vous ai vu. Et voilà, il faut aussi que ces agriculteurs puissent travailler avec les riverains. Aujourd'hui, on a une vraie réglementation sur l'information des riverains, sur les zones de non-traitement.
ça vaut ce que ça vaut pour les distances, mais ça a le mérite d'exister. Et également, donc, bon, on en a parlé, surtout également pour les femmes et les fœtus, puisque mon exposition aux pesticides très tôt dans les grossesses, on voit les dégâts que ça donne. L'exemple de Théo Gratallo en est un très bon. Également aussi. Je suis navré, on avait d'abord une question au fond et après, ce sera à vous. Juste quelques petites réactions, j'espère que je vais pouvoir m'entendre parce qu'il y a plusieurs choses. L'une des réactions que j'avais envie de partager avec vous, c'était je sors un petit peu de la notion de glyphosate. Moi, quand je parle de ces produits, je parle de manière générale de produits chimiques de synthèse. Je souhaitais rappeler que dans un liquide vaisselle type PEC Excel+, pour vous donner une marque, on a des méthylisothiazolinones qui sont des substances actives, qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc je souhaitais simplement rappeler que dans ce que tous les ménages utilisent, qui vont être aussi déversés dans beaucoup de ménages, pardon, j'ai été merci de me ressentir. Dans beaucoup de ménages, il y a des utilisations de produits chimiques de synthèse sur les bois. Donc les menuiseries, on a également des insecticides qui sont des biocides, mais qui font partie des problématiques qu'on rencontre. Ce sont quand même des solutions qui, si elles n'existaient pas dans certains contextes, poseraient d'autres problématiques. Je souhaitais aussi rappeler que moi, à l'époque où j'étais au collège, si on parle un peu d'économie, la France était placée dans les meilleurs producteurs mondiaux au niveau des échanges, donc au niveau de l'export. Aujourd'hui, de par notre productivité, on n'est plus dans les 10 premiers. On est plus importateur. L'agriculture aujourd'hui, elle est dans un état de crise qui est important. Et voilà, je voulais souligner ces aspects-là. J'avais d'autres choses mais il y a trop de choses qui sont un peu importantes, donc j'arrive pas à tout recentrer. Mais déjà, il y avait ces éléments-là que je voulais souligner de par la part commune. Très bien, oui. Alors, on mélange beaucoup de choses quand même là, et puis c'est des raccourcis. Et si on est importateur et plus exportateur, c'est parce qu'il y a une volonté politique de détruire une industrie en France, qui n'est pas le cas en Allemagne et en Italie. C'est vrai. Non, mais il ne faut pas tout mélanger, parce que ce n'est pas le sujet du soir. Et puis c'est des raccourcis qui sont vraiment très grossiers. Après, sur ça, on pourrait aussi ajouter les produits de beauté sur certaines substances chimiques. Ce que je voulais simplement dire, c'est que sur les produits phytosanitaires, on est d'accord sur la sémantique. Simplement, c'est vrai qu'il y a la substance active, mais il y a aussi tout ce qui rentre. Et c'est vrai que souvent, ces coformulants, ces adjuvants n'en parlent pas, et ils ont tendance à décupler la puissance du produit et à le rendre vraiment très puissant au moment d'utilisation. Mais je suis d'accord avec vous sur l'existence d'autres produits biocides à l'intérieur des ménages. Oui, monsieur. Oui, je revenais sur l'intervention de madame, qui nous parle des biocides, on a des phytosanitaires, on a des pesticides, donc tout ça, ça se mélange pour nous, donc c'est assez commode. Il y a une différence entre tout ça quand même, c'est-à-dire que l'eau de javel, c'est un biocide, et donc on ne va pas le mélanger avec un produit phytosanitaire qui peut être un pesticide, mais qui peut être aussi, par exemple, un agent pour soigner les problèmes d'assimilation du fer par une plante, par exemple. Phytosanitaire qui soigne. Mais il y a l'essentiel des phytosanitaires, ce sont des pesticides. Et les pesticides, dans les pesticides, il y a un peu de tout. Il y a le soufre, il y a le cuivre, le sulfate de cuivre bleu, voilà, qui remonte à l'Antiquité. Vous en avez peut-être pour 10 à 15 000 tonnes quand même. Et puis il y a 1000 tonnes de pesticides organismes persistants, tels que les néonicotinoïdes. Et puis on a le glyphosate et le glyphosinate qui sont solubles dans l'eau. Donc il ne faut pas mélanger avec les autres, parce que moi, c'est pour ça que je suis assez content qu'on différencie. Parce qu'en fait, les problèmes liés au glyphosate, glyphosinate fabriqués par Bayer ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux des insecticides, qui sont des produits généralement insolubles. Les méthodes ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est pas très étonnant, et compte tenu du nombre, de la quantité vendue, je dirais 5 à 6 000 tonnes, peut-être plus, si, c'est beaucoup, hein, sur les quelques 60 000. Voilà, c'est ça. En moyenne, en produits phytosanitaires, la quantité de substances actives en vente en chimie de synthèse, on a 50 000 tonnes par an. À peu près, dont 13 à 15 000 soufre et cuivre. Donc déjà, si on enlève ça, qui sont autorisés dans les méthodes en biologie.
Donc tout ça, il faut bien dire qu'il ne faut pas, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton, c'est ça, où la pile lâche. C'est pas grave. Tout ça pour dire c'est bien de parler typiquement du glyphosate. On peut rajouter le glyphosinate qui est son cousin germain, mais après, le traitement peut être différent parce que à chaque produit un peu ses spécificités, et c'est un peu le cas là. Alors oui, nous après c'est juste que sur le thème du soir, on a beaucoup parlé de glyphosate parce que c'était dans le titre même de la conférence. Maintenant, s'il faut aller organiser... Oui, Madeleine ? Voilà, c'est ça. On n'a pas l'expertise scientifique, effectivement, de spécialistes. Mais voilà, le sujet était le glyphosate, c'est pour ça qu'on a accès, mais je suis d'accord avec vous, effectivement, d'un insecticide, d'un herbicide, on pourra en parler de façon très longue. Les caractéristiques ne sont pas les mêmes, les compositions non plus, et les effets non plus. Je vais juste passer à l'impact sur les milieux cette fois, puisque le temps passe vite. Mais au moins, il y a beaucoup d'échanges, c'est intéressant. Voilà, donc on revient sur l'étude de l'INSERM, puisqu'on parlait tout à l'heure de la présence dans les différentes composantes de l'environnement du glyphosate et donc de son métabolite l'AMPA. Dans cette étude qui a été publiée par l'INSERM en 2021, les résidus, on les trouve dans l'air, dans le sol, l'eau, et on en trouve aussi dans les denrées alimentaires. Voilà, ça rejoint aussi quelque part un peu ce que vous disiez, où finalement on trouve des substances un petit peu partout dans la maison, là on les trouve même jusque dans les aliments. Donc finalement, c'est donc ce qu'il nous dit, c'est une source d'exposition pour la population générale. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que, bon, on va revenir sur l'eau, effectivement, il y a des normes de qualité, de potabilité de l'eau avec voilà, des seuils à ne pas dépasser. Pour l'air, c'est compliqué parce qu'on n'en a pas, pour les sols non plus. Simplement, ce qu'on peut vous dire... Alors, je ne sais pas pourquoi, Madeleine, mais je n'ai pas les doigts sur le clavier, donc je ne sais pas pourquoi ça coupe. Ok, c'est bon. Donc en 2003, voilà, on avait d'abord une étude qui nous présentait le lien entre la pollution de l'air et les cas létaux de syndrome respiratoire aigu sévère, les SRAS. Donc on pouvait voir que les patients qui étaient contaminés dans des régions qui étaient modérément polluées présentaient un risque qui était de l'ordre de 8 à 9 fois supérieur aux patients qui vivaient dans des régions qui étaient moins bien polluées. Quand on vous parle de pollution, là, on vous dit qu'il y a plusieurs substances qui peuvent être dans l'air. Les pesticides en font partie. Pas uniquement le glyphosate, mais voilà, c'est des liens qui existent. Ceux également qui vivaient dans des régions avec des niveaux de pollution élevés, ils avaient quant à eux 2 fois plus de risque de mourir d'un SRAS en cas de contamination. Donc, ça laisse quand même imaginer, d'ailleurs on en a reparlé au moment de la Covid, il y avait eu des articles qui avaient été publiés qui expliquaient que dans les zones polluées, le virus se développe, les explosions liées à la contamination étaient évidemment plus importantes dans les zones polluées. Ce qui prouve bien qu'en cas de contamination de l'air, notamment aux pesticides, il existe également des dangers pour la santé. Et donc, le glyphosate et la pollution de l'eau, cette fois, puisque effectivement, dans les sols, on n'a pas d'indicateur. Pour l'eau, ce qu'on peut vous dire, c'est que Génération Future, qui est une ONG qui travaille beaucoup sur les pesticides, quasiment essentiellement, mais pas que, ils travaillent plus généralement sur les produits chimiques. Ils nous ont révélé donc, que le glyphosate et son métabolite l'AMPA se trouvaient dans les eaux de surface de 11 des 12 pays d'Europe qui ont pris part à la nouvelle enquête. On n'a pas les autres puisqu'ils n'ont pas participé. On ne veut pas non plus être alarmiste. Aujourd'hui, l'eau que vous buvez, elle est potable. Il y a des seuils. Il existe des résidus de médicaments. Il existe effectivement probablement des microplastiques, peut-être des résidus de pesticides. On est d'accord avec vous que les politiques publiques devraient aller vers une qualité d'eau encore plus stricte et de plus en plus au regard des sources de contamination aujourd'hui. Maintenant, voilà, les eaux qui arrivent au robinet aujourd'hui, bon, dans certaines régions, vous allez trouver forcément des contre-exemples, je suis d'accord, je les ai lus, mais en principe, voilà, l'eau est potable, on ne veut pas être alarmiste non plus, on ne va pas vous empêcher de boire de l'eau du robinet.
Voilà, on sait simplement que pour rester sur le glyphosate, donc le glyphosate il était classé toxique pour la vie aquatique. L'EFSA, dans son rapport qui a été remis à la commission SCOPAP dont on parlait tout à l'heure, précise bien qu'il y a des lacunes sur la toxicité relative aux données pour la faune, la flore aquatique. Pourtant, la réautorisation a été actée quand même par les commissaires sur la base de ce rapport. Ça laisse perplexe. Ça laisse d'autant plus perplexe qu'effectivement, on l'a vu, pour la santé, pour les risques sanitaires, que ce soit pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour les agriculteurs, les risques sont de plus en plus démontrés par des études. Là, l'eau, ça ne vous aura pas échappé, c'est un sujet qui a été phare en matière d'agriculture et d'environnement cette année. On a beaucoup parlé des méga-bassines. Là, ce soir, on vous parle de la pollution de l'eau aux pesticides. Ça va devenir un enjeu fondamental dans les années à venir. On a eu des périodes de sécheresse qui sont dramatiques. Aujourd'hui, on a des inondations où les nappes phréatiques ne peuvent même pas se remplir tellement les sols sont saturés. Je pense d'ailleurs qu'Anne Chantal ne manquera pas de vous rappeler sa prochaine conférence sur l'eau, justement. Et ce sera peut-être l'occasion de rediscuter de tout ça à ce moment-là. Et le gros absent dans tout ça, c'est le sol. On développe actuellement la méthanisation industrielle, tout va, et on a qui s'occupe de la qualité du sol, de la vie du sol. Donc, dans les chambres d'agriculture, qu'est-ce qu'on enseigne dans les chambres d'agriculture en ce qui concerne la vie du sol, la faune du sol, les vers de terre, tout ce qui vit au sol. Et ça, on n'a rien du tout dans tous les projets de méthanisation industrielle, on n'a rien. J'avoue que là, c'est hors de mon champ de compétences, pardon. Je ne sais pas du tout ce qui est enseigné dans les champs d'agriculture. Je ne peux pas vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le sol, c'est une des composantes de l'environnement qui n'est pas concernée en fait par les mesures de protection. Aujourd'hui, on n'en parle pas. En droit, on a très peu d'articles, en tout cas qui viennent encadrer la protection des sols. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bouge dans le domaine, justement? Que faut-il faire? Alors oui, effectivement, oui, Madeleine nous dit que pour le sol, ça veut dire aussi l'eau, effectivement, puisqu'on a une nappe phréatique en dessous. Oui, pour du coup rejoindre vos deux remarques, là ce qu'il faut faire une fois de plus, c'est espérer des politiques qui commencent à comprendre que c'est un sujet. Pourquoi ils ne le comprennent pas? Pourquoi ils ne prennent pas ça au règlement? Parce qu'ils sont bornés et il y a le lobby. C'est une question d'argent, c'est une question d'argent, certainement. Oui, c'est ça. Mais comment les faire bouger? Mais comment les faire bouger? Parce qu'il faudrait les faire bouger. Alors, nous, on essaye par la voie de la justice. Oui, c'est pas facile. Après, voilà, il y a aussi, j'ai envie de vous dire, les actions des associations. C'est difficile, mais on a vu ce qui s'est passé avec les soulèvements de la terre. Ouais, voilà, il faut des actions productives, oui. Maintenant, il faut beaucoup de volonté, il faut beaucoup de patience, parce que voilà, c'est des politiciens. On n'a pas la puissance des industriels non plus. Donc, on se bat avec nos armes, on essaye. C'est pas facile. Alors, nous, voilà, effectivement, pour vous parler aussi du cabinet, on va lancer une plateforme pour mener des actions collectives, justement, dans ce cadre-là, puisque ça permet de donner plus de poids à nos actions. Plus il y a de monde, effectivement. C'est nécessaire. Voilà. Mais c'est difficile de réunir, en fait, en dehors de ce cadre. Et, bon, l'idée de la plateforme, c'était justement de se dire que ça permettrait, sur un point de contact assez facile, à plein de gens, vous l'avez fait avec le glyphosate, voilà, de se réunir pour intenter des actions, pour essayer de faire bouger les lignes